j'ai raconté de la merde. De la merde comme ça. De la merde à comparer à quelque chose comme ça qui ne l'est pas du tout. En fait, quand je dis que j'ai raconté de la merde, je parle d'un tutoriel que j'ai fait il y a quelques années pour montrer qu'on pouvait obtenir de bons résultats avec des bombes de peinture. Et je maintiens toujours que c'est possible, mais que pour un court moment, si on se cantonne à des produits de merde, comme celui-là. C'est justement l'occasion de reprendre le travail que j'ai réalisé à l'époque, pour vous montrer pourquoi il faut faire attention à ça, sinon vous allez perdre votre temps. Et c'est aussi l'occasion de faire mon mea culpa à ce sujet. Désolé. Donc revenons à l'objet du délit, c'était en 2019. On va en profiter pour lui faire une petite surprise et redonner un coup de jeune à sa voiture de tous les jours. Et ben en voyant ça aujourd'hui, ça me semble plutôt niais comme voix off. Mais bon, c'est pas le plus gros problème ici. L'idée c'était de s'occuper de la voiture de Clara qui avait pas mal de kilomètres dans les pattes. On peut dire que ça commençait à se voir. Sur la méthodologie, pas de gros soucis, j'avais fait ça correctement. Peut-être à l'exception de quelques détails qui font pas forcément une énorme différence à la fin. Donc ouais, ça reste encore valable aujourd'hui. Et là, je passe la base mat monocomposant, rien de scandaleux. C'est là où ça part en couille. Pas dans l'immédiat, hein, c'est vraiment pas mal du tout quand on voit les images finales après lustrage. Par contre, quelques années, voire quelques mois plus tard, ça pue du cul. Ça craint un max parce que j'ai utilisé un produit que je vous interdis d'utiliser suite à toutes mes expériences, le vernis monocomposant. Ah bah c'est pratique comme produit, hein. La bombe on peut l'entamer le jour X et la terminer l'année suivante. C'est normal, il n'y a pas de catalyseur, pas de durcisseur, et donc déjà ça résiste pas au diluant, et pour rappel l'essence est un très bon diluant. Imaginez que vous ayez verni l'aile arrière de votre voiture avec ça, là où situe la trappe à essence, mais je vous fais pas un dessin, ce serait vraiment pas beau à voir. Et c'est pas parce que je dessine mal. Mais en plus de ça, ça résiste pas aux UV, peu importe ce qui est marqué sur le conteneur. Encore une fois, croyez-moi, j'en ai essayé des tonnes. Donc sur le ML aussi, ça a fait de la merde. Et sur la Mondeo dernièrement, eh non, là ça tiendra parce que j'ai utilisé le bon produit, même si c'est également un aérosol. Donc c'est toujours aussi habillé qu'on va reprendre en main l'état de la compacte de Clara qui en a besoin plus que jamais. Avant d'attaquer la carrosserie, je me suis occupé des trains roulants. J'ai récupéré 2 demi-trains complets en super état avec suspension et freinage neuf. Une aubaine. Malgré son très faible kilométrage, c'était un poil usé. Quelle camelote ces bagnoles. Donc voilà à quoi elle ressemble au début de notre nouveau chantier, si on peut l'appeler ça comme ça. Ça craint. Pas autant qu'un Disney, mais quand même, ça me fait un peu honte de voir comment mon travail est vieilli. Histoire de renforcer ce tableau peu reluisant, quelqu'un a gentiment rectifié le latéral gauche lors d'une périlleuse manœuvre de stationnement. Heureusement, on est censé coordonner. On aura donc droit à une petite prise en charge par l'assurance. L'aile arrière, je laisserai donc le garage Renault Patard s'en occuper. Je sais pas s'il faut rire ou en pleurer, mais le 46 Compact est, je crois, le modèle le plus représenté sur la chaîne. On en a vu passer un paquet des vidéos à son sujet, et c'est même pas réellement intentionnel. Je suis pas fan de cette voiture, mais peut-être qu'inconsciemment ça me fait rire d'imaginer la phase de dégoût de toutes les personnes qui supportent pas cette voiture, et qui font quand même l'effort de regarder la vidéo. Et comme ils sont nombreux, ça doit valoir la peine que je m'excuse auprès d'eux. Histoire de rendre l'expérience un minimum plaisante, je vous laisse profiter des sons de la nature pendant un petit moment. Surtout que pour une fois, les monocylindres 2 temps et 4 temps se sont tus.
vous a fait plaisir de pas m'entendre jacter pendant quelques minutes? Au final, cette petite séance de tôlerie c'était plutôt cool comparé à ce qui m'attendait avec les produits de merde que j'avais passés sur le reste de la carrosserie. Je me suis déjà entraîné sur le ML que vous avez vu en début de vidéo, et le diluant faisait bien son effet suivi d'un lustrage, donc je me suis dit que je pouvais continuer sur la BMW. Si je suis autant en run contre le vernis monocomposant, c'est pas seulement parce qu'il présente mal au bout de quelques temps, c'est que c'est parfois aussi un calvaire de repeindre par-dessus. C'est simple, là c'était impossible à poncer. Le vernis avait complètement fondu et donc les disques de ponçage étaient bouchés au bout de quelques secondes seulement. Donc seule solution dans ce cas, tout décaper au diluant. C'était long. Oh oui, très long. Et c'est pas faute d'avoir tenté plusieurs autres méthodes. Et c'est sur l'aile que ça s'est le mieux passé. Après avoir imbibé la peinture de diluant, j'ai pu quasiment tout retirer à la spatule. En bonus, je me suis rappelé que l'avant droite avait été mal réparée avant qu'on achète la voiture. Et ça n'a pas été facile de corriger les déformations restantes. S'il y a bien un produit dont vous ne pourrez pas vous passer en travaillant sur les pare-chocs, c'est le primaire plastique. Sans ça, que ce soit votre après ou la peinture, ça va mal se passer et ça supportera aucune contrainte. Et pour vous faciliter la vie, l'après-garnissant dont je vais arrêter de parler à force de vous bassiner avec, mais bon. Sans ça, malheureusement, il y a de très grandes chances que tous vos patchs de mastic se voient à travers les couches supérieures une fois le travail terminé. Ce serait con. En formant bombe, méfiez-vous de ce produit par contre, il peut facilement couler, donc on passe des couches fines mais nombreuses. Normalement vous commencez à bien connaître le concept, donc l'après-garnissant, c'est fait pour être poncé. Pourquoi c'est quasiment indispensable d'utiliser de l'après-garnissant? C'est que pour le travail de finition, vous allez avoir besoin de poncer sur un matériau uniforme. Parce que concrètement, le vernis, la peinture, l'après d'origine, c'est trois produits qui ont des duretés très différentes. Donc en fait, à un endroit, si vous passez à travers ou si vous avez fait des réparations, ça va pas se poncer à la même vitesse. Donc si vous voulez compenser par exemple une bosse, à certains endroits, vous allez insister autour et en fait ça va juste empirer. Alors qu'en mettant de l'après-garnissant, vous allez avoir un matériau qui se ponce uniformément. Et ça permet de retrouver une surface parfaitement lisse. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais après, une fois qu'on a assimilé ça et qu'on n'essaye pas de passer outre cette étape, on arrive à obtenir des très bons résultats. Je me suis aperçu qu'il y avait une déformation à l'avant du capot, mais comme il était quasiment mat, ça se voyait pas. Par contre, je l'aurais bien vu après avoir passé un magnifique vernis sans coulure. Et après tout ce travail, il restait encore des défauts mineurs sur l'aile, mais des défauts quand même. Là j'arrivais au bout de mes peines, donc on va pouvoir démonter le pare-choc et le déshabiller, pour ensuite le remonter sur la voiture et aller jusqu'à la cabine. Voilà, là j'ai démonté tous les plastiques noirs qui étaient montés dessus, donc je peux le passer en après. Fallait que je donne un coup de polylustré sur les phares, donc on voit bien qu'ils sont jaunes. Pour enlever la peinture, je vais simplement passer un peu de diluant. Le clignotant, je crois qu'il va falloir le changer à un moment donné parce qu'il est un peu pété de partout.
Ouais, donc comme dit plus tôt, pour faire la route, ce sera quand même plus discret avec un pare-choc, et puis ça évitera de le mettre à l'intérieur de la voiture. C'est pas vraiment la voiture la plus logeable du monde. Et bah vu comme ça, je trouve déjà qu'elle a presque meilleure allure qu'au début. Comme prévu, Rémi s'est occupé de l'aile arrière dans son coin et je suis venu pour apporter ma touche personnelle sur tout le reste de la voiture. Ouais, ils ont pas compris pourquoi ils y allaient en fait. C'est l'occasion de comparer les produits de Rémi à ceux de Coleris. Avec une grosse différence déjà, j'ai choisi une base solvantée alors qu'en concession on utilise ici de la peinture à l'eau. Là je sais déjà que ça va être ardu pour moi parce que Rémi m'annonce que la teinte est plutôt difficile à poser. Il suffisait pas qu'elle soit moche en plus, ouais, pas facile à utiliser. Donc il me reste plus qu'à déployer tout mon talent, ce qui veut pas dire grand chose en soi, pour tenter quelque chose. Pour rappel, cette phase durant laquelle j'ai l'impression de rien poser, c'est le voile d'accroche. La gâchette, t'as ouvert à fond la gâchette? Ouais. Ah, le con. Ah bah voilà, c'est pour ça que j'avais l'impression de rien poser, y a rien qui sortait. Ouais, là j'y vais peut-être un peu vite quand même. Et ton démarbrage maintenant? Le démarbrage à ma connaissance est propre aux teintes métallisées. Le but c'est d'homogénéiser la façon dont les paillettes sont déposées à la surface. Quand c'est mal fait, on voit les traînées du pistolet, surtout en plein soleil. Voilà, je crois que je suis pas le cinéaste de l'année. Ouais, si, tu vas voir, ça fait un effet très... Pierre, c'est pas grand chose. Le cri de surprise de Rémi indique que, comme à mon habitude, j'ai pas été très économe sur le produit. Manque de chance, il va en falloir un paquet pour faire un démarbrage correct sur ce capot, et on dirait qu'on va devoir se contenter d'un résultat moyen. Mais on fera avec, parce que franchement l'état de départ était tellement mauvais que quoi qu'il arrive, je serais satisfait de voir autre chose que le désastre qu'il y avait précédemment. Ça c'est juste pas fini de sécher, tu penses? Ça, c'est pas tout séché. Ça, par contre, il y a un petit truc. Je vais remettre un petit coup ici, tu vois. Oui, ça fait une goutte. Mais ça, c'est que c'est pas fini de sécher. Là aussi. La devine légèrement marbrée, mais pas non plus cata. Un peu plus la porte. Oui, marbré. Tu vois. Eh ben, clairement, on n'a plus assez de peinture pour reprendre le capot, donc on va se contenter d'avoir un beau brillant par-dessus une peinture marbrée. Tant pis. C'est avec une certaine émotion que je vous annonce qu'il y a du progrès. Mais faut pas déconner, hein, il y aura quelques couleurs, vous en faites pas. Mineures cependant. Pas mal. Ça progresse. Donc on va découvrir les quelques petits autographes que j'ai laissés par-ci par-là. Ouais, mais ça va couler le long de l'arête et quand ça aura fini de couler, on verra plus rien. La nuit, ça sera mieux. La nuit sans éclairage, c'est bon, hein. Tu vois pas les défauts. Ensuite on en arrive à la partie que j'aime le moins,
La deuxième couche de vernis quand la première on l'a plutôt bien réussi. Oh putain. J'ai été égal à moi-même. Oh merde. Tu vois, t'as entendu quand je t'ai dit arrête? Oh c'est pas grave, ça se corrige. Maintenant je sais faire, je suis expert. Voilà, ici j'en ai refait deux couleurs. Le pauvre Rémi doit être complètement désespéré par mon absence de progrès à ce niveau. On en profite pour faire une petite révision de la méthode concernant le raccord. Ouais, tu baisses la pression. C'est ici que se termine mon travail de peinture, je laisserai à Rémi le soin de s'occuper des pare-chocs ayant des affaires malheureusement plus sérieuses à gérer. Mais quelques jours plus tard, il est temps de récupérer la voiture et de terminer le remontage. À cette étape, on a toujours envie d'aller très vite pour admirer le résultat final, mais faut pas négliger les détails comme ici toutes les attaches de panneaux de porte qui étaient décollées. J'ai remplacé la grille de haut-parleur cassée à coups de talon précédemment, va savoir comment c'est arrivé. Et voilà, on en a fini avec leur montage, il ne nous reste plus qu'une dernière étape avant de pouvoir admirer le résultat final. Enlever toute la végétation qui pousse sur la voiture, et quand c'est pas de la végétation, c'est déjà un degré avancé de saleté. Vous voyez, le genre de truc qui part pas au jet haute pression. En règle générale, que ce soit en mécanique ou en carrosserie, on sait qu'on peut difficilement prendre des raccourcis. J'ai tenté le coup sur le latéral droit en voulant pas faire le raccord sur la porte passager, et j'aurais dû, hein. Bon, il sera toujours temps de le faire plus tard. Je sais que je vais pas pouvoir supporter ça longtemps. Le problème, c'est pas tant la teinte préparée par Coloris, c'est surtout que cette peinture vire à mort au soleil. Et sur le toit, par exemple, elle est devenue presque grise au lieu du vert jaune comme l'indique le nom de la couleur, vert pistache. Enfin, c'est clairement pas une teinte que j'aurais choisie si j'avais acheté la voiture neuve, mais déjà, dans cet état, c'est nettement plus supportable. Ça me fait plaisir de voir qu'elle fait plus trop son kilométrage, que ce soit à regarder ou à conduire. Je sais pas pour vous, mais j'éprouve généralement bien plus de satisfaction à utiliser des voitures qui ont fait 27 fois le tour de la planète plutôt qu'une sorte de caisse de musée dont l'ego du proprio est gonflé à l'inverse de la valeur affichée au compteur. Vous êtes peut-être demandé pourquoi durant cette vidéo j'ai passé peinture et vernis au pistolet plutôt qu'en bombe alors qu'au début j'annonce bien que les aérosols 2K valent leurs équivalents en godet. Bah c'est l'autre leçon à tirer de mes nombreuses expérimentations, s'adapter à son chantier. Quand on peint aussi grand qu'un capot ou qu'un latéral, il faut se faire une raison, la bombe c'est pas l'idéal.
Dans d'autres cas, j'insiste, ça peut être aussi bien. Je sens qu'il y a un détail qui vous chagrine, mais rassurez-vous, on n'a pas oublié ça. Je me suis dit qu'à cette occasion, vous seriez peut-être curieux de savoir comment vieillit une BMW qui a autant de kilomètres. Pas si mal. Pas si mal, à quelques exceptions près. L'intérieur de 46, ouais, bon, c'est dégueulasse par contre. Le ponçage et tout, ça n'a pas été nettoyé par la suite. Je m'en suis pas encore occupé, mais c'est juste sale. Pour le reste, le 46, c'est pas trop mal. Sauf pour les sièges sport. Ils ont généralement tous le même problème. Des coutures qui se barrent. J'avais fait quelque chose vite fait pour que ça se tienne sur celle-ci. C'était quand on avait installé la partie chauffante des sièges. Mais vous voyez aussi, côté passager, c'est en train de se séparer. Bon, de toute façon, ils sont très usés ceux-là. On a aussi les tissus des montants qui se décollent sur les montants ici et puis sur ceux du pilier central. Le volant, bon, il fait son kilométrage, il n'y a pas de doute. À part ça, c'est plutôt solide. À ma connaissance, tout fonctionne encore dedans. Cette voiture a déjà eu droit à une vidéo de présentation, donc je m'attarde pas sur les détails, mais niveau mécanique, bon, ça fuit pas mal, comme toutes les BMW entre guillemets récentes. Je crois que c'est après les années 2000, ça. C'est parti en couille chez eux. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais sûrement introduction de matériaux biosourcés ou un truc comme ça, c'est généralement lié. Mais il fonctionne toujours bien. Et elle a eu droit à son petit lot d'amélioration. Déjà pour commencer, précédemment, il y a bien longtemps de ça, elle avait des jantes tôle et des enjoliveurs en 15 pouces, donc elle a gagné des 16 pouces en jante alu. J'ai installé les sièges chauffants, j'ai rajouté le régulateur de vitesse et les commandes au volant, quoi. Pommeau M. Voilà. La coudoir centrale. Un poste Android. Le rétroviseur de la SL, qui a avantageusement pris sa place dans cette voiture. Ça lui permet de surveiller ses arrières comme ça. Extérieurement, le seul truc qui fait vraiment vilain sur ces voitures et qui vieillit pas bien, c'est le cas sur toutes les compactes, hein. C'est les caoutchoucs qui entourent les vitrages extérieurs. Ils se décomposent complètement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme panne dessus ? Pendant longtemps, la centralisation fonctionnait pas côté passager. J'ai fini par changer le mécanisme de serrure électronique dans la porte. Toutes les bobines d'allumage ont lâché, c'est habituel sur ces moteurs. C'est heureusement facile à faire. Et en fait, la première panne de la voiture, c'est celle qui a justifié le fait qu'on a payé si peu cher à l'époque. C'est le capteur vilebrequin. Donc simplement, la voiture démarre pas ou alors elle se coupe en marche. C'est pas difficile à diagnostiquer, mais un peu pénible à remplacer. Ça prend une bonne demi-journée. Mais voilà, cette vidéo va prendre fin ici. Je pense que ça vous a autant excité que d'avoir la présentation d'un motoculteur, mais ça vous permet d'attendre au moins la suite sur la SL et la suite d'autres aventures qui vont débuter et qui seront d'un autre calibre, je vous le garantis. Allez, à la prochaine. Ciao.